Les élèves ont repris hier le chemin de l'école, une reprise qui intervient en pleine crise liée à la Covid-19. Les mesures barrières contre cette pandémie sont-elles respectées dans les différents établissements? Nous aurons des éléments de réponse dans cette édition. Les éléphants de Côte d'Ivoire et l'équipe de Madagascar se sont tenus en échec un but partout lors du match retour à Madagascar des éliminatoires de la CAN 2022. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Ce lundi 16 novembre 2020, les élèves ont repris le chemin de l'école après 3 semaines de congé, une reprise marquée par le respect des mesures barrières contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire compte 7 millions d'élèves répartis dans 25 000 établissements sur toute l'étendue du territoire national. Apprenants et enseignants respectent-ils les gestes barrières? Élément de réponse dans ce reportage de Bintou Pekele et Anissette Konon dans un commentaire de Clément Boko. Cours du lycée Mami Oufoué-Fété de Binjarville. Les élèves regagnent les classes après les congés de Toussaint. Chacune avec son cache-nez, condition obligatoire établie par les responsables du lycée. Mais une fois en classe, la consigne n'est plus respectée. Il fait chaud quand on porte les masques et puis on n'arrive pas trop à respirer quand il y a beaucoup de personnes. Donc c'est un peu compliqué. Des fois on baisse le masque, mais le professeur nous dit de le mettre, donc c'est toujours sur nous. Un constat qui amène Tortia Koulibaly, proviseur du dit lycée, à faire le tour de l'établissement pour sensibiliser les jeunes élèves. Dans la cour, des dispositifs de lavage des mains sont installés. L'administration dispose d'un stock de cache-nez pour une protection efficace contre la Covid-19. Le port du masque et le respect des mesures barrières sont des activités obligatoires. Et elles ont été acceptées par les élèves la plupart du temps. Pour celles qui ont oublié leur masque, nous distribuons, parce que sur les stocks de l'an passé, il en reste encore, nous distribuons. Mais en général, elles viennent toutes avec leur masque. Quand les enseignants rentrent, ils le leur rappellent, puisque nous disons aux enseignants toujours qu'il faut rappeler aux filles que le masque n'est pas fait pour le menton, qu'il est fait pour la bouche, pour couvrir la bouche et les nez. Mais souvent, lorsque nous tournons dans la cour, nous sommes obligés de les rappeler à l'ordre, portez vos masques. Mais au portail, elles ne franchiront pas le portail sans être masquées. Au lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Binjarville, les élèves se débrouillent tant bien que mal pour respecter le port du masque, même si le retrait est fréquent pendant les cours. Le respect des gestes barrières est un peu fatigant pour nous. Nous n'arrivons pas à bien respirer et puis dans la classe, il fait chaud, c'est un peu étouffant, quoi. Donc, on essaie de faire avec. Cette mère d'élèves choisit de fabriquer elle-même les cache-nez de ses enfants. Je suis couturière. Et bon, je préfère ça. À chaque fois, il change. Ça peut se laver. Le proviseur Souleymane Koulibaly assure que des efforts sont faits pour la protection des enfants. L'année dernière, nous avons reçu un lot de cache-nez de la part du ministère. Et nous avons eu à distribuer à tous les élèves par semaine, 10 cache-nez par élève par semaine. Et je crois que ça se passait très bien. Cette année, nous avons quelques petites réserves qu'on va commencer à remettre aux élèves, quoi qu'on sache qu'ils viennent à la maison aussi et de la maison avec des cache-nez. Si les plus grands s'adaptent au respect des mesures barrières, ce n'est pas le cas pour les tout petits. C'est la récréation au groupe scolaire Ephrata, au quartier Faya dans la commune de Cocody. Seulement quelques-uns ont des cache-nez et d'autres se soumettent au lavage des mains avec l'aide de leurs encadreurs. Quelques difficultés relatées par le directeur de l'école. En voulant jouer, ils enlèvent leurs cache-nez, soit ils mettent dans leur sac, ils déposent sur la table en classe et puis ils viennent jouer. Donc c'est pourquoi vous avez remarqué que pendant la récréation, les enfants, la majorité des enfants n'ont pas de cache-nez. À la reprise, il y a des fois c'est défectueux, donc on est obligé aussi de remplacer. Avec les plus petits, vraiment c'est difficile. Non seulement ils n'arrivent pas à bien respirer, donc ils disent à monsieur, maître, je n'arrive pas à bien respirer, donc je vais enlever mon cache-nez. Donc vraiment c'est un peu difficile avec les enfants. Autre destination, un décor tout différent. École primaire publique à Nono, toujours dans la commune de Cocody. Les élèves en classe ne portent pas de masque, mais cela semble ne pas inquiéter les responsables. Ils n'ont pas l'habitude du masque. On leur a distribué chacun plein de kits. La plupart, quand tu lui demandes, non, c'est resté à la maison, ou bien, bon, maman a gardé,
Donc voilà un peu. Mais Dieu merci, il se porte bien. Ce sont plus de 7 millions d'élèves répartis dans 25 000 établissements sur toute l'étendue du territoire qui ont repris le chemin de l'école dans cette période de crise sanitaire de Covid-19. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, la Direction de l'éducation pour la santé a mis en place un protocole sanitaire que doivent respecter les responsables des structures éducatives. Ce protocole repose sur 5 principes qui sont le maintien de la distanciation physique, le lavage des mains, le port du masque, le nettoyage et la désinfection des locaux, puis le respect des autres mesures barrières. Selon Dr Mfa Sandoko, sous-directeur de l'Éducation nationale pour la santé, ce protocole se présente comme une boussole, un guide pour les gestionnaires des écoles. En plus, pour cette rentrée 2020-2021, il a été mis en place un comité d'éveil Covid-19. Et ce comité a été mis en place dans les directions régionales, dans les directions départementales, et l'unité opérationnelle de ces comités d'éveil, c'est les cellules d'éveil Covid-19 dans les écoles. L'objectif est d'emmener les apprenants à s'approprier les thématiques de sensibilisation sur la pandémie. Selon le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ce sont plus de 200 millions de francs de dispositifs de lavage des mains et 80 millions de masques qui ont été distribués aux établissements scolaires à l'apparition de la maladie à coronavirus en 2019. Quand nous faisons nos prévisions, nous tenons compte aussi bien du public que du privé parce que, bon, l'école est peut-être privée, les bâtiments sont privés, mais l'enseignement est public. S'il arrive qu'un établissement manque de dispositifs, la première chose à faire, c'est de s'adresser, n'est-ce pas, à la direction régionale. S'il y a du disponible, ils sont fournis. Mais au cas où la draine aussi également, il y a des pénuries au niveau de la draine remonte au niveau du ministère avec, n'est-ce pas, la démence que nous avons, si nous avons du disponible, nous envoyons ce disponible-là. Des efforts, certes, mais la réalité est mitigée sur le terrain. L'observance des mesures barrières contre la Covid-19 n'est pas partagée de tous. Dans un autre registre, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme OIDH lutte contre la désinformation en ligne en période électorale. Il a fait un monitoring avant de rendre public le résultat de ses travaux. C'était au cours d'une conférence de presse. Clément Bocou. Le jeudi 29 octobre dernier, un tweet attribué à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France déclare que les autorités françaises décident dans le cadre de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire de ne pas autoriser l'ouverture de bureaux de vote en raison de la crise sanitaire du coronavirus. À côté de cette fausse information, plusieurs autres sont diffusées à tort ou à raison sur les réseaux sociaux. L'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, a fait un monitoring avant, pendant et après l'élection présidentielle et relève 17 cas de profusion de désinformation dont une analyse est rendue ce jour par l'équipe de veille. Il y a eu une abondance d'images qui étaient contextuellement incorrectes, qui ont été prêtées à des événements. Il y a eu également assez de contenus qui ont été manipulés. Notamment, vous avez un certain nombre de cartographies qui ont afflué sur les réseaux sociaux relativement aux différentes tendances qui se présentaient dans certaines zones du pays. Et vous avez à côté de cela plusieurs rumeurs qui ont été observées même déjà depuis la veille du scrutin et après le scrutin. Vous vous rappelez sans doute de la rumeur qui a concerné la mort de M. Pascal Afine-Guessant. Donc pour dire que ce sont des cas de désinformation qui ont véritablement émaillé le processus électoral. Et plus loin, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains cas de désinformation qui, par exemple, ont contribué à exacerber les conflits communautaires. Lorsque je prends par exemple la ville de Dabou, il y a beaucoup d'images qui se rapportaient par exemple à la Guinée, au Cameroun, qui se sont prêtées au débat. Même très récemment, à travers un bateau, où des vidéos qui viennent normalement d'Aoukro se retrouvent donc sur le champ. Face à cette bataille de l'information ou de la désinformation qui se joue sur la toile,
l'OIDH fait des propositions. Notre solution aujourd'hui, c'est certes qu'il y a un volet répressif qui réprime tout ce qui est diffusion de fausses informations, mais à côté de cela, il faut faire assez de sensibilisation, mais aussi assez d'éducation aux médias. Face à la montée en puissance des réseaux sociaux, la lutte contre la désinformation s'annonce une épreuve d'endurance et de sensibilisation des populations, selon l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Ailleurs, les obsèques nationales du général d'armée Amadou Toumani Touré, ancien président de la République du Mali, se sont tenues ce matin. L'ancien président du Mali est décédé dans la nuit du 9 au 10 novembre dernier en Turquie à l'âge de 72 ans. Il a dirigé le Mali en 1991 et aussi en 1992 et a été son président de 2002 à 2012. Dangui. Le Mali rend aujourd'hui un hommage national à l'ancien président Amadou Toumani Touré, décédé la semaine dernière. La dépouille de l'ex-président a été conduite au centre de la place d'armes du génie militaire à Bamako. Amadou Toumani Touré est décédé à l'âge de 72 ans. Il a dirigé le Mali de 1991 à 1992 et a été président de 2002 à 2012. Sa présidence s'est achevée par un putsch en 2012. Amadou Toumani Touré reste aux yeux de nombreux Maliens le militaire qui a mis le pays sur la voie de la démocratie en 1992. Un président incontournable. Il a tout fait pour son pays. Il a honoré son pays. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. Vraiment, c'est une fierté aujourd'hui, l'hommage que le Mali lui a rendu. Ça ne se dit pas, ça se vit. Vous l'avez vu depuis le matin, depuis tôt le matin de bonne heure. Tout le peuple malien est debout. Nous avons commencé depuis à la base. Nous avons fait le tour de l'indépendance, des monuments. Maintenant, on est vers la base aussi. Vraiment, c'est un sentiment de fierté. De nombreuses personnalités maliennes, dont le président de la transition Mbandao, Assimi Goïta, l'ancien président Alpha Ouma Konaré, étaient dans la tribune d'honneur. Les premiers ministres du Niger, de Guinée-Bissau et des représentants des gouvernements de la sous-région étaient également présents. La cérémonie s'est achevée par un défilé de troupes terrestres et aériennes. Le procureur anticorruption au Ghana, Martin Amidou, a démissionné. Il dit faire face à une ingérence politique de l'exécutif dans son travail 3 semaines avant l'élection présidentielle. Clément Boko. C'est une démission inattendue. Après 3 années passées dans la lutte contre la corruption au Ghana, Martin Amidou a définitivement jeté l'éponge lundi. À l'origine de cette démission, une discorde avec le chef de l'État. Martin Amidou accuse le président Nana Akufo-Addo d'ingérence politique. Dans sa lettre de démission adressée au chef de l'État, il a indiqué qu'il n'exerçait pas son travail en toute indépendance. L'homme de loi a expliqué dans cette lettre que Nana Akufo-Addo a voulu interférer dans ses actions. La présidence, quant à elle, n'avait pas encore réagi à ces affirmations, mais le pouvoir exécutif a récemment affirmé qu'il agissait de façon transparente dans ce dossier. C'est une démission qui survient 3 semaines avant l'élection présidentielle prévue le 7 décembre prochain. Martin Amidou avait été nommé procureur spécial par Nana Akufo-Addo en février 2018 pour diriger la lutte contre la corruption. Cette nomination avait été approuvée par le Parlement. Selon un rapport de l'ONG Transparency International sur la corruption établie en 2019, le Ghana a été classé 80e sur 180. En sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire et les Baréas de Madagascar se sont tenus en échec ce mardi lors du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Score final, 1-1. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Rissou. Vainqueurs à domicile lors de la 3e journée 2-1, les éléphants tentent de remettre le couvert pour l'acte 2 de la double confrontation face à Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Un match important pour le sélectionneur Patrice Baumel qui opte pour un trident offensif, Pépé, Lago, Haller, à la place des cadres habituels absents. Un choix apparemment judicieux dès l'entame avec la tentative de Junior Lago, mais sa frappe frôle le cadre. La mainmise des éléphants se concrétise au quart d'heure de jeu avec un pénalty parfaitement transformé par Franck Yannick Kessier.
Cet avantage au tableau d'affichage permet aux éléphants de rejoindre sereinement les vestiaires. Les Barrières reviennent dans la partie en seconde période avec l'égalisation de Samuel Amada. Un but partout, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire confirment leur leadership de la poule K en attendant les 2 prochaines sorties en mars. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.